Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire. Les titres de ce 31 août. Les producteurs de lait en crise, si un accord a été trouvé avec Lactalis, de nombreuses questions restent en suspens. Qu'en est-il sur notre territoire? Dans quelle mesure nos producteurs sont-ils impactés par la crise? Nous irons à la rencontre d'un producteur de lait à Sourigny. Marie-Amélie Le Fur, en route pour Rio. La sportive de haut niveau, sacrée à plusieurs reprises, participera aux Jeux paralympiques le 7 septembre prochain. Nous avons suivi son dernier entraînement à Blois, en Loir-et-Cher. Également dans cette édition, le no-tourisme, une véritable pépite pour l'économie à laquelle croit beaucoup Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme était en déplacement en Indre-et-Loire la semaine dernière. Le département compte plus d'une centaine de caves labellisées touristiques, mais les vignerons redoutent de ne pas avoir les moyens nécessaires pour développer leurs activités. Nous irons à Roche-Corbon. Bonsoir à tous. On ouvre ce journal ce soir avec la crise du lait qui mobilise en grand nombre les agriculteurs ces derniers jours. Les représentants des producteurs de lait et le groupe Lactalis réunis à Laval ont finalement trouvé un accord hier au terme de nouvelles discussions sur le prix d'achat du lait. En Indre-et-Loire, les producteurs de lait étaient largement moins mobilisés. Alors dans quelle mesure sont-ils impactés par la crise? Focus ce soir sur un producteur à Sourigny. Agnès Michaud. Patrick est éleveur laitier à Sourigny avec son fils. Il y a une dizaine d'années, il a entrepris des travaux importants sur son exploitation. C'était alors le seul moyen de continuer à exercer. Pour faire vivre 2 personnes sur l'exploitation, il fallait augmenter le volume de lait produit. Donc faire plus de lait, il fallait forcément investir parce que le système d'avant était obsolète. Nouveau bâtiment, achat d'un robot de traite, des investissements énormes, difficiles à rembourser en temps de crise. Aujourd'hui, une année bonne, ça va toujours. Une année pas bonne, les emprunts sont là. La piste, ce serait d'avoir moins d'emprunts. Mais comment faire moins d'emprunts et augmenter la productivité, je ne sais pas. Son lait, il le vend actuellement 270 € la tonne. Un prix historiquement bas. Il nous en faut 350 pour couvrir les emprunts, les amortissements, pouvoir investir, nos salaires. Donc à 300 €, on a nos salaires et notre trésorerie. Donc là, 270, on creuse le trou. Mais on ne peut pas durer comme ça éternellement. La laiterie de Verneuil, qui lui achète sa production, a essayé de maintenir ses prix en misant notamment sur la notoriété de sa marque. Derrière, ça a joué sur les volumes. On a évidemment eu des marchés qui se sont restreints ou des acheteurs qui nous ont acheté moins de ce fait. Mais heureusement, on a quand même, je dirais, une certaine fidélisation d'un certain nombre d'acheteurs. 257 € la tonne chez Lactalis en juillet, 270 € à la laiterie de Verneuil. La crise du lait touche les éleveurs d'Indre-et-Loire comme ceux de Mayenne, mais l'organisation en coopérative locale permet de limiter la casse, à condition bien sûr que cette baisse historique ne dure pas trop longtemps. Et j'ajoute que Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, se réunira à Chambord avec ses homologues européens ce vendredi pour échanger sur l'avenir de la politique agricole commune. Mais avant cela, le ministre sera en déplacement à la préfecture du Loir-et-Cher demain afin de rencontrer les représentants locaux de la profession. Dans une dizaine de jours, le premier centre de réinsertion citoyenne en France, dont l'objectif sera d'aider les jeunes tentés par la voie de la radicalisation, ouvrira ses portes à Pontourny, à Beaumont-en-Véron, en Indre-et-Loire. Un sujet piquant, vous le savez, qui a affolé la sphère médiatique ces derniers mois. Cet après-midi, les élus et le préfet d'Indre-et-Loire se sont rendus à Matignon pour obtenir des précisions et réclamer des garanties quant à la sécurité du site, la question centrale dans ce dossier. Premier rassemblement de la rentrée pour les opposants à la loi travail. Un échauffement juste avant la première grande manifestation nationale prévue le 15 septembre. L'intersyndicale souhaite relancer le mouvement, même si la loi a été promulguée, vous le savez, le 8 août dernier. À Tours, ils étaient, vous le voyez, près de 80 place Anatole France cet après-midi. On écoute Stéphane Deplaubin, secrétaire départemental de la CGT, au micro d'Amanda Breu-Rivera. On continue d'une part pour l'abrogation de la loi travail, qui est nocive pour les salariés, et aussi pour pousser notamment, mais pas que dans le débat politique, mais qu'on parle des salariés, du social, et qu'on discute des revendications des salariés et qu'elles soient évidemment entendues.
qui pilotera l'aéroport de Tours-Val-de-Loire. Le groupe québécois SNC-Lavalin, l'un des plus gros opérateurs privés d'aéroports, s'apprête à vendre cette activité pour se recentrer sur l'ingénierie et la construction. Le groupe étudie une offre de rachat de sa filiale française qui gère 17 aéroports par la société Impact Holding et la firme d'investissement Cyclades. Une nouvelle qui n'émeut pas vraiment les élus locaux. Aurélie Renaud. La région Centre-Val de Loire, la Chambre de commerce et d'industrie, le département et l'agglomération, tous font partie du syndicat qui gère l'aéroport. Budget de fonctionnement annuel, 3 300 000 €. Depuis 2010, le groupe SNC-Lavalin était le concessionnaire, mais ce dernier souhaite se délester de la gestion de 18 aéroports en France, dont celui de Tours. Un repreneur s'est fait connaître. Comme ça arrive souvent dans les entreprises privées, il y a parfois des changements de stratégie dans des sociétés. Et bien là, il y a un changement de stratégie. Qu'est-ce que cela entraîne pour l'aéroport? Rien. Il n'y aura aucun changement pour les personnes qui viennent prendre leur avion. Aujourd'hui, Lavalin, il permettait aux avions d'atterrir, il permettait de ravitailler en gasoil, il permettait d'ouvrir simplement l'aéroport. C'est eux qui faisaient l'ensemble des démarches en dehors, bien sûr, des douaniers, où là c'est l'État, mais on prenait vos bagages, on enregistrait, on vous fouillait. Tout cela, c'était géré par la SNC-Lavalin. Et bien demain, ce sera un autre concessionnaire qui agira pour le compte du syndicat de l'aéroport. Le repreneur, une sorte de fonds de pension français, des financiers qui se portent acquéreurs. Cet acheteur devra reprendre la totalité du réseau et aura l'obligation de reprendre le personnel, 20 personnes environ à Tours. Le contrat qui le liera au syndicat courra jusqu'en 2023, ce qui était déjà prévu avec SNC-Lavalin. Ce que j'y vois surtout comme avantage pour la destination, c'est un renouvellement de la gouvernance, un moment peut-être de redynamisation, puisque Lavalin était à vendre depuis quelques années déjà. Il n'y avait pas eu de grands projets, ni d'investissement, ni de projets commerciaux. Et j'étais d'ailleurs intervenu à plusieurs occasions en disant que je trouvais qu'il y avait un petit manque de dynamisme. Et donc, même si l'aéroport marche bien, puisqu'on le sait depuis plusieurs années, on a une progression qui se confirme même cette année avec des très bons chiffres. L'an dernier, la fréquentation de l'aéroport Tours-Val-de-Loire avait augmenté de 1,85 %. On atteignait alors les 200 000 passagers annuels. Sévèrement critiqué hier, indispensable aujourd'hui pour beaucoup. L'an dernier, 35,5 millions de voyageurs ont circulé sur le réseau Fil Bleu. Environ 62 000 personnes empruntent le tramway chaque jour. Les stations les plus importantes sont la gare de Tours, Jean Jaurès, Anatole France National, Liberté, Beffroi ou encore la Tranchée. 29 stations sont desservies. Les Jeux paralympiques de Rio commencent tout juste dans une semaine. Parmi les athlètes de la région, zoom ce soir sur Marie-Amélie Le Fur, médaillée olympique à Londres en 2012 en athlétisme. La sportive de haut niveau était blessée cet été, mais elle participera bien au JO le 7 septembre prochain. Nous avons suivi son dernier entraînement à Blois en Loir-et-Cher. André Champigny. Ces JO de Rio, Marie-Amélie Le Fur les attend depuis 4 ans. 4 ans qu'elle s'y prépare. Ce matin, sur sa piste fétiche à Blois, c'était l'heure des derniers réglages, du dernier entraînement à J-2 de son départ pour le Brésil. L'excitation est évidemment là, malgré la blessure de cet été qu'il a fallu soigner très vite. Forcément de l'excitation parce que c'est les Jeux, parce que je suis contente, parce que c'est une belle aventure, parce que je vais partir avec toute l'équipe et voilà, ce moment de partage, vraiment ça fait des années que je l'attends. Après, d'un côté sportif, je suis plutôt stressée, pas forcément sereine. Parce que voilà, il y a eu une grosse blessure, il y a eu 6 semaines d'arrêt. À quelques semaines des Jeux, c'est compliqué. La séance de ce matin, on l'a réussi à la faire sans douleur, donc ça c'est un point positif. Après, les chronos sont très loin de ce que j'arrivais à faire il y a 2 mois sur la même séance. Donc on a quasiment un delta de 2 secondes de différence. Donc sur un 400, voilà, ça fait quasiment 2 à 3 secondes de différence au final. Donc ça va être compliqué, ça va être beaucoup plus serré que prévu. Et j'espère quand même pouvoir défendre le titre paralympique. Déjà médaillée aux Jeux de Pékin et Londres, Marie-Amélie Le Fur a évidemment à cœur de ramener d'autres médailles. En plus du 400 mètres, la Blaisoise s'alignerait également sur le 100 et 200 mètres, ainsi que la longueur. 4 chances de médaille, 4 échéances aussi qu'il faudra passer. On va les prendre une à une, au jour le jour, et puis voilà, on est là-bas, maintenant on va pouvoir se donner à fond, et elle va se donner à fond, je le sais.
14 ans de complicité entre Cyril et sa protégée, ça laisse évidemment des traces et des souvenirs. Des souvenirs, il y en aura quoi qu'il arrive à Rio. À 27 ans, Marie-Amélie a annoncé qu'il s'agirait de son dernier grand rendez-vous international, autrement dit ses derniers JO. Forcément, j'y pense, ça fait plusieurs mois même que je pense, que je me demande si mon choix est le bon ou pas. Donc ce qui est sûr, c'est que derrière ces Jeux, je prendrai une grande pause pour me reposer, pour faire le bilan, pour voir d'autres choses, faire d'autres choses aussi dans ma vie. Et puis après, je ne m'interdis pas, si j'ai envie, si j'en ai encore les capacités, de revenir dans quelques années pour retrouver cette équipe de France. Envol prévu vendredi, direction le Brésil. Première épreuve le 9 septembre prochain, avec la longueur. Et on lui souhaite bonne chance. 24 heures avant la rentrée, le maire de Tours, Serge Babary, prend un arrêté municipal visant à limiter le stationnement aux abords des établissements scolaires, publics et privés, du premier et second degré dès demain. Et jusqu'au 8 juillet 2017, il sera donc impossible de stationner à moins de 30 mètres de part et d'autre des points d'entrée ou de sortie. L'interdiction portera sur le seul côté de la voirie où sont situés ces accès et sera limitée à l'intersection la plus proche. Le no-tourisme, une véritable pépite pour l'économie. C'est en tout cas ce que veut croire Jean-Marc Ayrault. Le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme se trouvait en Indre-et-Loire la semaine dernière. Il souhaite que l'État finance les projets touristiques innovants et durables. Le département compte plus d'une centaine de caves labellisées touristiques, mais les vignerons redoutent de ne pas avoir les moyens nécessaires pour développer leur activité. Reportage à Rochecorbon, Amanda Breuer-Rivera. Ce samedi-là, Frédéric Bourillon est un homme comblé. Un de ses amis luxembourgeois a invité l'ensemble de sa famille à visiter sa cave, soit une trentaine de personnes. Pourtant, il s'est lancé dans le no-tourisme par hasard. Il y a 20 ans, des artistes ont voulu réaliser des œuvres à flanc de roche. Aujourd'hui, ces sculptures narrent aux visiteurs l'histoire de la vigne. Le caviste met les petits plats dans les grands, les hôtes sont conquis. Et un client content se traduit souvent par un achat. Grâce à cette visite groupée, le viticulteur encaisse 9 commandes et 3 000 € d'argent frais. Pour l'organisateur de cette excursion familiale, faire une halte ici était une évidence. Au Luxembourg, il y a également des vins blancs d'une qualité excellente, mais différents des vins de Vouvray. Et le Vouvray est connu dans tout le monde. Et je voulais faire déguster mes cousins et mes cousines, faire déguster le goût du chenin. Chaque année, ce caviste reçoit entre 3 000 et 4 000 visiteurs. La vente directe ne représente que 10% de son chiffre d'affaires. Pas suffisant pour embaucher quelqu'un pour s'occuper de l'accueil et de la promotion de son vin. Le viticulteur le sait, ce filon est sous-exploité. Et c'est vrai que nous, Vouvray, Rochecorbon, on n'est qu'à 1 heure de Paris en TGV. Et effectivement, on n'a pas le nombre de visiteurs qu'on pourrait avoir parce qu'on a un déficit sûrement d'organisation, de communication. Et puis, je pense qu'il faut qu'on soit capable de scénariser un petit peu cette histoire et puis de faire rêver. Et ça manque un petit peu, quoi. Lors de sa visite en Indre-et-Loire la semaine dernière, le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Jean-Marc Ayrault, a promis des financements pour renforcer le no-tourisme en France. Vignes, vin, rando, 13e édition cette année, en pleine période des vendanges. Les vignerons vous guident sur le parcours de 14 balades, un événement œno-touristique qui a rassemblé 11 000 randonneurs l'an dernier. On en parle dans un instant avec Jean-Martin Dutour, membre exécutif d'Interloire. A tout de suite.